Bonjour tout le monde, vous écoutez Nos langues dans ton oreille, le podcast où on va parler bouquins, lecture, langue et peut-être même langage. Moi c'est Eric. Moi c'est Isabelle. Et aujourd'hui on va parler de quoi, Isabelle ? Eh bien d'un thème cette fois-ci parce qu'on ne l'avait pas encore fait. Et nous allons aborder tout ce qui est rapport au goût et à l'odorat dans la littérature qui normalement ne se mange pas. Tout à fait. Mais avant de commencer, c'est maintenant traditionnel, j'aimerais savoir ce que tu as lu d'intéressant depuis la dernière fois. Eh bien, sans avoir fait attention, ça va être un petit peu en lien avec notre thème, mais j'ai pas fait exprès. J'ai découvert une petite nouvelle qui s'appelle La choucroute de Jean Ray. Ok. Alors je ne sais pas si tu connais. Non. Apparemment c'est quand même... Enfin moi je connaissais pas du tout, hein, mais apparemment c'est quand même quelqu'un de connu. C'est un écrivain belge, et j'ai cherché des nouvelles qui font peur. Ouais. Et je suis tombée sur cette choucroute, dont le nom m'a forcément interpellée. Et c'est l'histoire d'un monsieur qui s'ennuie dans sa vie et à qui un collègue prête son abonnement de train. Et Ok. donc il décide de prendre le train et de s'arrêter dans la première gare, enfin dans une gare au hasard. Et sa première envie, c'est d'aller manger une choucroute. Sauf que évidemment la choucroute est, ça va amener à des événements étranges. Et la malédiction finale, c'est que il ne peut plus ressentir le goût d'aucune choucroute, quel que soit son goût. Ok. Donc voilà. J'ai été absolument enchantée par cette histoire. Les enjeux sont universels. Tout à fait. Et d'ailleurs, il y a de très belles pages sur les différentes sortes de choucroute. Autant te dire que j'ai saoulé beaucoup d'amis avec cette histoire ces derniers temps. D'accord. Très bien. En ce qui me concerne, Isabelle, j'ai très intentionnellement, je me suis mis à lire quelque chose, j'ai vraiment fait exprès, en rapport avec notre thème, parce que on en avait déjà parlé dans un épisode précédent, et Oui. du coup j'ai saisi l'occasion de me remettre à lire Le Parfum de Patrick Süskind. Ah bah je l'ai mis à côté de moi parce que je me suis douté qu'il popperait à un moment. Donc c'est bon, on est paré. Alors moi je l'ai pas à côté de moi parce qu'il est sur une liseuse, mais écoute, j'ai été très agréablement surpris au départ. Et en fait, à partir, je sais pas si t'as un peu les étapes de l'histoire en tête. Alors les étapes, non. Je Ok. l'ai lu il y a très longtemps. Pour ne pas trop spoiler non plus s'il y a des gens qui l'ont pas encore lu, à partir du premier crime, je vais spoiler en fait. À partir du premier meurtre, et surtout la façon dont ça arrive, c'est-à-dire comme un cheveu sur la soupe, et la façon dont tout ce meurtre est décrit et tout, comment il tue cette fille, enfin je sais pas, il y a quelque chose en moi qui a switché, et je pense qu'il y a aussi quelque chose au niveau de l'écriture où c'est devenu un peu plus automatique, un petit peu plus cliché, enfin je sais pas, il y a eu, j'ai trouvé qu'il y avait moins de charme. Ah oui. Après ça fait une parenthèse parce que ça passe sur Le Parfumeur, sur Baldini, où là Oui. de nouveau c'est un petit peu marrant, c'est un petit peu tout ce qu'on veut, mais en fait dès qu'il y a Grenouille, je trouve que c'est moins intéressant. Ce qui est embêtant C'est quand bête. il s'agit du protagoniste quand même. Effectivement. Mais bon voilà, j'en suis à la moitié, et je continue à lire quand même, c'est intéressant, mais c'est moins, les 5-6 premiers chapitres sont vraiment vraiment cool quoi. C'est drôle, c'est pas original, enfin c'est pas t'as pas l'impression d'avoir jamais lu ça, mais c'est intéressant, ça a du charme, et à partir du moment où comme ça, il sent cette fille à travers Paris, tu sais pas pourquoi, et puis direct il l'assassine, enfin je sais pas, c'est Et pas tu l'as très... lu en français ou... Alors, je le lis en français, mais ce que je faisais au début, c'est que après avoir lu un chapitre en français, un chapitre ou deux, je me mettais à lire un chapitre en allemand. Tu vois, je suivais comme ça parce que j'ai les deux en PDF. Et c'est super. En fait, parce qu'en fait, le problème avec l'allemand, c'est que si je le lis direct en allemand, je vais manquer la moitié des choses parce que le vocabulaire, parce que ceci, parce que cela. Je peux passer très vite sur des phrases en me disant oui, j'ai lu, j'ai compris, mais en fait, il n'y a pas tout le... Enfin, on lit pas de la littérature pour avoir les infos.
Oui. Donc ça, c'est un peu frustrant. Et par contre, une fois que je l'ai lu en français, je sais ce qu'il y a dedans. Donc les mots que je connais pas, je les reconnais en fait. Je me dis ça c'est ça et tout. Et du coup, je fais ça, mais c'est un peu laborieux. Donc au bout d'un moment, je voulais avancer. Donc j'ai arrêté d'alterner. D'accord. Voilà. Donc j'aurais envie de relire les 5-6 premiers chapitres à l'avenir. Et puis après, j'arrêterai. Et je propose qu'on passe directement à notre deuxième partie. Le cœur du sujet. Le cœur du sujet. Et du coup, Isabelle, quel était le point de départ du choix de notre thème ? Eh bien, comme on parlait de thèmes potentiellement, je me suis souvenu que j'ai une très bonne amie qui s'appelle Charlotte Laborde, qui organise des lectures thématiques sur Montpellier. Et il y a des choses qui peuvent paraître en lien avec la littérature, en tout cas plutôt évidentes. Ouais. La guerre, je sais pas s'il y a l'amour, mais voilà, des grandes thématiques comme ça qu'on a tendance à voir beaucoup. Et elle a fait quelque chose sur les fruits et légumes et en parallèle l'alcool. Ouais. Donc c'était 2 rencontres différentes. Et je trouvais ça assez amusant d'avoir réussi à convoquer des textes autour de ce genre de thèmes qui sont pas a priori ceux que je rattache le plus à la littérature. Puis c'est vrai que quand on creuse, on pense quand même à plein de choses. C'est ça. Et voilà. Ça se déploie. Voilà, ça se déploie. Tu commences à te dire non, les fruits et légumes dans la littérature, j'ai aucune idée. Et puis tu penses à un truc, puis tu dis oui, mais là aussi le personnage il mange, et puis là tel élément est important. Et voilà. Ouais. C'est un peu le parcours que j'ai eu en préparant l'épisode, où au début je me suis dit oh là là, qu'est-ce que je vais trouver et puis en fait de plus en plus après voilà, je vais pas frimer non plus parce que j'ai pas masse de phrases pour la 3e partie. mais ça s'est avéré beaucoup plus riche que ce que j'imaginais au départ. Au début je me suis dit bon, il va falloir trouver la perle, etc. Et en fait, oui, c'est tout le temps, c'est partout. Enfin, et je vais te dire pourquoi je m'attendais à ce que ça soit assez pauvre. C'est parce que j'ai confondu mes souvenirs de ce que je pensais de la littérature avec ce que je pense quand je regarde des films. Parce que souvent, je me dis, en fait, ce qu'il y a de plus difficile à rendre dans l'ambiance d'un lieu ou d'une époque ou quoi, au cinéma, quand tu vois, c'est l'odeur. Et du coup, souvent dans les films, les gens enfin, tu vois, t'y penses même pas. Tu te dis pas là, ça sent bon, ça sent pas bon. Mais parfois, j'essaie d'être attentif à ça quand je regarde un film, notamment où l'ambiance ou le lieu est important. Comment est-ce qu'ils arrivent à te faire sentir le lieu ? Mais ça, je pense que moi, c'est quelque chose qui m'a toujours beaucoup intéressé. Comment l'écriture pouvait convoquer d'autres sens, des sens qui sont pas accessibles. J'aime bien cette idée qu'il y a des sens qui a priori ne servent pas dans une expérience. Et comment on va réussir à les convoquer. Je plaisantais avec une amie parce qu'on lisait un livre sur le vin, donc rien à voir avec de la littérature au sens littérature. Non, mais c'était un livre documentaire. Ah oui, d'accord. Et c'était expérimenter avec vos 4 sens. Et puis elle a dit ils se sont trompés, il y en a 5. Quoique maintenant avec l'umami tout ça, il y a des contestations, mais il y avait vraiment, elle fait ils se sont trompés, c'est pas 4 sens, c'est 5. Et finalement, c'est vrai qu'on s'est dit, l'ouïe, pour goûter un vin, pas nécessaire. Et dans un livre, a priori, l'odorat, il y a le côté très matériel du livre. Moi, j'ai vraiment ce souvenir des livres de poche orange. Je sais pas si tu vois, quand la tranche était encore orange. Je trouve qu'ils ont vraiment une odeur très caractéristique et que j'adore. Mais, à ce sujet, j'ai fait des petites recherches. Alors du coup, je t'écoute parce que ça m'intéresse. Non, mais c'est juste pourquoi je suis tombé sur un site qui expliquait pourquoi les vieux livres sentent bon, pourquoi les nouveaux vieux livres, les nouveaux livres quand ils seront vieux sentiront moins bon. C'est lié à leur conservation, c'est-à-dire que en fait il y a dans ce avec quoi on faisait le papier pendant longtemps, au XXe siècle on va dire, il y a des composants, des molécules, il y a des trucs qui s'appellent je crois que c'est de la liguine, ou de la lignine, j'arrive pas à me relire, c'est peut-être GN ou GU, et de la cellulose en fait, et la liguine bouffe la cellulose, elle décompose la cellulose dans le papier,
Et c'est ça qui donne à la fois le teint jaunâtre des vieilles pages, parce que la cellulose, en fait, enfin, je sais pas si c'est... Décompose. Ouais, voilà, elle se décompose, et c'est ce qui leur donne cette odeur de vieux papier. Et D'accord. mais c'est aussi ce qui fait qu'au bout d'un moment, le papier, il se décompose lui-même, etc., etc., parce que ces trucs, la lignine et la cellulose, c'est ce qu'on trouve dans la colle, en fait. Ok, bon, moi je savais pas du tout. Voilà, donc quand vous reniflez un vieux livre avec vos grandes narines, en fait, vous faites entrer de la lignine et de la cellulose dans vos narines, et c'est ça qui est plaisant. Ok, et Ou pas. de cadavre de livre. Ok, très bien. Cadavre de livre, c'est ça. D'accord. Voilà. Donc l'odeur... moi, alors, je t'avoue que, de fait, je me suis concentré sur les odeurs. Et moi sur le goût, enfin sur Parfait. les aliments, sur le rapport à la nourriture plus. C'est génial. Je comptais là-dessus. Je me suis dit, vu comment on en parlait au début en choisissant le thème, Isa, elle va faire le goût. Donc moi, je me suis concentré sur les odeurs. Bah ça tombe bien. Et donc qu'as-tu découvert par capillarité quand tu disais que ça s'était engrangé de plus en plus? Eh ben, je me suis rendu compte que l'odeur, elle est très présente en littérature, contrairement à ce que je pensais, et mais en même temps, elle est souvent réduite, justement, comme je disais par rapport au ciné, et ce qui manquait des capacités évocatrices de l'image. Elle est souvent réduite au statut de juste un signe, un effet de réel, au mieux une sorte de symbole. Un décor. Mais c'est vrai que je suis tout de suite allé chercher. Au début, je me suis dit, ah chouette, je sais directement ce que je vais mettre dans mes citations de la fin, parce que il y a quelque chose de très évoqué, enfin il y a une scène très forte qui est la dernière page de Nana dans Zola. D'accord, je l'ai pas. Mais en fait, ça parle pas trop d'odeur. Ah, remarque, ça pourrait être ma troisième citation, parce que j'en ai que deux, voilà. C'était ce que j'essayais de pas dire au début. Écoute, on verra. D'accord. Moi, j'ai peut-être fait le chemin inverse dans mes recherches, c'est-à-dire que je me suis dit, finalement, j'ai plein d'idées. J'ai plein d'idées de moments où les personnages mangent, où il y a de la nourriture, et de la nourriture qui va avoir un intérêt évocateur, un intérêt littéraire et un intérêt narratif. Ouais. Et en allant chercher tous ces éléments, je me suis rendu compte que j'avais effectivement des souvenirs de nourriture, mais pas de goût. Ah, ouais. Par exemple, un exemple typique où j'ai été mise en échec, c'est dans La promesse de l'aube de Romain Gary. Ouais. J'avais vraiment ce souvenir de l'omniprésence des concombres salés. Il y revient toujours, hein, il est là, je vais sur mon banc et je mange des concombres salés. Dès qu'il est avec sa mère, il va manger des concombres salés. Je crois qu'il dit, oui, quand je mange des concombres salés, je suis parfaitement heureux. Et en fait, il n'y a aucun moment où il parle, à part de dire qu'il mange des concombres salés, il ne parle pas du goût que ça a, il ne parle pas... Donc finalement, effectivement, la nourriture est présente, mais elle n'est pas source de description de sensations ou quoi ou qu'est-ce. C'est vraiment un motif et une action plus qu'une sensation. Ouais. Bah ouais. Et c'est pareil pour les odeurs. Je me disais, à la fois, j'en trouve partout dès que je regarde. Oui, bah là, ça parle d'odeur et tout, mais en fait, c'est tellement présent que ça devient accessoire, quoi. Et moi, les odeurs, c'est quelque chose qui est très important dans ma vie. Je vis dans l'angoisse perpétuelle de sentir mauvais. D'accord. Et quand quelqu'un vient chez moi, première inquiétude, c'est est-ce qu'ils vont trouver que ça pue? Et la pire chose qu'on peut me faire, c'est quand on rentre chez moi, même innocemment, même si les gens trouvent pas que ça pue, mais c'est de me dire, ah tiens, il y a une odeur et tout, dans ce cas-là, je suis flingué. Mais curieusement, pourquoi je dis ça? Parce que je n'ai aucun souvenir de moments marquants liés à l'odeur dans mes lectures. J'ai été obligé d'aller les chercher, tu vois, mes réflexions, tout ça, j'étais obligé de vraiment d'y aller, de me dire, bon, bah, je vais aller les regarder dans les livres que j'ai lus. J'avais aucun souvenir spontané, à part, évidemment, pour le goût, comme tout, enfin, voilà, mais ça devient tellement un objet du discours même du côté de chez Swann, l'asperge. Moi, je pensais plus généralement la madeleine. Ah oui, et figure-toi que quand tu m'as parlé du goût, il n'y a aucun moment où j'ai pensé
à la madeleine. C'est drôle. C'est drôle que je n'y ai pas pensé. Ouais. Bah oui. Oui, bah oui, effectivement, Mais, et que ce soit l'odeur. Parce qu'effectivement, il parle de l'odeur et pas tellement du goût. Et c'est vrai que j'ai pas du tout convoqué ça. Mais donc, tu y étais allé quand même. Bah non, parce que du coup je me suis dit non mais ça c'est trop, au pire on en parlera de souvenirs mais on va pas, enfin je sais pas, ça me paraissait trop évident. Par D'accord. contre il y a un rapport, par contre peut-être que tout à l'heure quand on approfondira diverses manières d'approcher l'odeur par l'écrit ou différents enjeux, il y a la question de la mémoire évidemment. Ça pourra nous faire une entrée, mais par exemple, pour toi, par rapport au goût, tu verrais quoi comme façon intéressante de regrouper des remarques qu'est-ce qui fait problème dans le goût en littérature? Eh bien, moi je pense que c'est aussi un système de référence. C'est est-ce que, comme c'est une sensation que tu peux pas transmettre de manière efficace par des mots, c'est est-ce que tu vas convoquer chez le lecteur les souvenirs d'un goût qu'il connaît, ou est-ce que tu essayes de lui faire imaginer une sensation qu'il ne connaît pas. Et moi, c'est ça qui m'intéresse. C'est comment, quand j'étais petite, par exemple, j'ai pu être alléchée par des goûts inconnus. Ouais. Ah, c'est intéressant ça, ouais. Alors que, bah voilà, c'est... Autant, tu vois, par exemple, si on te fait sentir quelque chose, tu peux deviner ce que ça pourrait donner en correspondance avec le goût. En littérature, je vois mal comment les mots arrivent à stimuler des goûts aussi différents, voilà, qui soient pas accessibles directement intellectuellement. Alors, je saisis l'occasion pour parler de cette question du mot, si tu m'autorises. Ah bah, fort bien. Et c'est pas du tout pour faire du conflit ou quoi, hein. Mais parce que tu n'es pas la seule à parler du problème de la sensation, notamment goût et odeur, par rapport à l'écriture et au langage, en termes de défauts des mots, de mots qui manquent, de mots qui ne permettent pas de rendre, etc. Les mots. Et moi je pense que le problème, c'est pas vraiment le problème qui se pose parce qu'on peut remplacer les mots par autre chose, mais il faut quand même y prêter attention. On n'écrit pas avec des mots, on parle pas avec des mots. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. Non, là il va falloir que tu m'expliques. Je suis d'accord pour que tu m'expliques, mais je suis pas sûre. C'est une façon de voir les choses évidemment. On parle, en fait, les mots, bien sûr, il y a des mots dans la langue, mais on s'exprime pas en mettant un mot après l'autre comme en jouant avec des Legos, en fait. C'est le côté un peu physique quantique du langage, mais on parle en phrases. Moi, je pense que, enfin, je suis pas le seul à le penser. Tu trouves ça chez Benveniste, etc. Mais l'unité du langage, c'est la phrase. L'unité de la langue, ça peut être le mot, mais la langue, c'est pas la totalité du langage, c'est une façon de structurer tout ça. Et quand on écrit, on fait pas un dictionnaire, on fait pas une grammaire. On fait des phrases, on parle, quoi. On parle en écrivant, mais tu vois, c'est pareil pour la littérature, on va dire, orale. Et du coup, en fait, le problème du mot, c'est que déjà, ça essentialise un petit peu, même si, bon, tous les mots ne sont pas forcément des essences, etc. En tout cas, ça cloisonne la réflexion sur la désignation, sur le fait il y a une chose dans le monde, et donc il doit y avoir un signe dans la langue. Or, bah non, enfin, c'est pas comme ça que fonctionne le langage du tout. Il y a certains mots, enfin, il y a certaines choses qui ont des référents, etc. Et puis d'autres, c'est plus compliqué, parce que quel est le référent de doux ou de, je sais pas, inquiétude. Je veux dire. Bon, ça je voulais le dire parce que comme j'arrête pas de teaser qu'on va parler de langage, et en fait c'est quelque chose que j'ai retrouvé moi aussi dans mes lectures de la semaine sur les odeurs et tout, souvent, et même dans Suskind, ce qui m'a énervé, quand il parle de grenouilles et tout, il dit oui, mais ça va parce qu'il parle du personnage, donc à la limite, je me dis, c'est toujours plus choquant quand c'est un écrivain qui tient ce discours que quand c'est un philosophe, parce qu'un philosophe il comprend rien au langage, c'est pour ça qu'il est philosophe. Mais quand un écrivain tient des propos sur le langage où il dit que le langage c'est les mots et les mots c'est pas assez pour dire la vie, etc. Je me dis mais mec, tu pisses dans ta propre soupe, quoi.
Donc, pour parler du goût. Donc, tout ça pour dire que le côté symbolique, le côté effet de réel, l'évocation, l'appel à la sensation et à la sensibilité du lecteur, des lecteurs, par les odeurs, je dis pas du tout que c'est pas légitime. Simplement, posons-nous la question au-delà des mots, parce qu'en fait, oui, bien sûr, tu peux désigner les choses, mais en fait, limite, si l'écrivain se dit, il faut que j'approche l'odeur par les mots, c'est pour ça que ça va être difficile. Alors que si on se dit, comme tout le reste, ce qu'il faut, c'est faire rentrer la question de l'odeur dans simplement la question de la parole, parce qu'on peut pas faire autrement quand on écrit que d'être dans du langage. Dans ce cas-là, ça peut être beaucoup plus riche, beaucoup plus intéressant. Et c'est ce que je disais sur le parfum. Au début, tout est rapporté à l'odeur. Le moindre détail fait appel à l'odorat des personnages, etc. Et puis au bout d'un moment, au niveau du meurtre, on abandonne. Et ça devient plus traditionnel dans la narration. On suit le personnage et ses aventures. Alors, je réfléchissais à la suite. Oui, parce que là, en fait, toi, ce qui semble te gêner, c'est cette phrase un peu cliché du on n'a pas de mots pour le dire. Oui. Voilà. Et moi, ce qui avait initié mon idée, c'était plutôt j'ai pas le goût. J'ai pas le goût de ce qu'on me raconte. Tu vois, j'ai pas le référent. Si je veux être simple, j'imagine que tiens, je vais prendre un exemple tout bête. Harry Potter. Ouais. Tu vois, moi, quand j'étais enfant, je pense que j'ai pas mal fantasmé sur l'idée de bière au beurre. Ouais. Alors que, même actuellement, j'aime pas la bière, et il me semble que si... Enfin voilà, l'idée de bière au beurre me passionne pas si c'est vraiment descriptif des ingrédients qu'il y a dedans. Ouais. Mais la manière dont c'était évoqué, avec ce bien-être qui était... Enfin, il y avait vraiment ce côté, ce contexte. C'était toujours une boisson qui était évoquée en contexte de fête ou de réconfort, quand ils partent en voyage scolaire, quand il fait très froid. Enfin voilà, ce goût qui est quand même décrit... En fait, il est décrit que par les effets qu'il procure. Voilà, la bière au beurre, c'est vraiment la boisson du réconfort, et à partir du moment où les personnages sont attablés autour d'une bière au beurre, on sait que on s'extrait des difficultés pour un instant. Et donc vraiment, s'il y avait quelque chose que j'aurais eu envie de goûter, c'était ça. Mais de la manière dont c'était décrit, comme tu dis, bière au beurre, j'ai beau me dire que si je mettais ma motte de beurre dans un pot de bière, j'obtiendrais pas du tout l'effet de réconfort qui m'est décrit. Et donc là, je trouve ça formidable d'avoir réussi à me donner envie d'un goût que je suis loin de pouvoir imaginer. Oui, c'est un superbe exemple d'évocation par l'écriture, quoi. Voilà. Et c'est vrai qu'on n'a aucune clé du goût que peut avoir la bière au beurre. Ouais. Et même là-dessus, moi j'avais déjà vu sur des sites des gens qui essayaient de faire une bière au beurre maison. Et en fait, ils sont partis sur un truc super sucré. Ils disent c'est un truc gras, réconfortant. Allez, je vais mettre de la cannelle, et ils ont fait une espèce de, je sais pas, de chocolat chaud plus. Ouais. Ce qui est pas du tout quelque chose qui moi j'avais l'impression que comme les adultes en buvaient, c'était plus un truc alcoolisé quand même. Il y avait le côté bière qui m'intéressait plus que le côté pas qui m'intéressait pas, mais en tout cas pour moi c'était une boisson déjà un peu alcoolisée, et en tout cas épaisse. Enfin, on n'était pas du tout dans du chocolat chaud dans mon esprit. Ouais. Et donc pour voir que apparemment tout le monde a été séduit par l'idée, mais l'interprétation qu'on en a faite, elle est radicalement différente. Ouais, mais c'est très juste, hein, franchement, là, c'est pas le goût, quoi, le goût devient l'expérience qui est liée, quoi. Oui, et je pense que ça va dans les choses qui m'ont
que j'ai évoqué, en tout cas quand on a parlé de ce thème, ça m'a pas sauté. On va croire que je suis obsédée par la bière. Il faut dire que tu habites dans le Nord. J'habite dans le Nord, donc... mais je ne bois pas de bière, donc je suis clairement enfin une trahison de mon pays, hein. mais je ne bois pas de bière. En revanche, puisqu'on est dans de la littérature très accessible, comme peut l'être Harry Potter, moi je pense à Philippe Delerme et sa première gorgée de bière, que j'ai relu récemment, parce que je voulais le faire lire à quelqu'un qui me disait que cette personne aimait bien les petits moments du quotidien. Ouais. Et je sais pas si tu l'as lu. Non. C'est un recueil de moments, enfin de pièces de littérature. Enfin, en général, tu as une page ou deux sur ce qu'il appelle les plaisirs minuscules. Okay. Et donc, par exemple, il y a lire sur la plage, et il va décrire assez longuement les grains qui se mettent dans les feuilles. Il va décrire le fait qu'on n'est jamais dans une position adéquate, mais que du coup on change régulièrement. Enfin voilà, il va prêter attention à des petits plaisirs comme ça, il va essayer de les recréer. Et le titre qu'il a choisi, c'est La première gorgée de bière. Ouais. Et longtemps, moi, j'avais pas lu ce recueil, même si l'idée me paraissait bien. Et j'ai longtemps pensé que La première gorgée de bière, c'était une évocation de l'adolescence. Tu sais cette idée que la première gorgée de bière de sa vie. Oui, moi, c'est comme ça que je l'ai compris aussi, mais maintenant que tu le dis, c'est pour chaque verre. Voilà, en fait, il évoque plutôt l'été, le moment où t'as soif et t'as chaud, et tu t'attables à une terrasse, et tu portes la pinte à tes lèvres, et c'est la première gorgée de bière. Et ça, je l'ai découvert en le lisant, alors que c'était un livre dont j'avais entendu parler longtemps auparavant. Ouais. Et finalement, donc, il n'y avait pas de... Moi, j'y mettais une portée symbolique, la première gorgée de bière comme, je sais pas, un rite initiatique, alors qu'il est très, très, très concret dans son titre. J'essaie juste de voir. Ah oui, on est parti de but en blanc, et c'est un peu de ma faute, sur l'idée de l'évocation, du goût, et peut-être qu'on peut aborder donc quelque chose d'autre qui fait sens, qui fait problème dans le rapport au goût. Ou peut-être que t'as encore des choses à dire, je sais pas. Est-ce que toi, quand tu parles de problème, tu as quelque chose en tête ? Moi, j'ai des questions en tête dans l'écriture de l'odeur. L'écriture de l'odeur. De l'odeur. Bah écoute, je t'écoute, parce que ça veut pas dire que ce que tu vas dire va pas m'évoquer... Des choses pour le goût. Oui. Ouais. Du coup, en fait, en cherchant un petit peu des évocations de l'odeur dans la littérature, je me suis rendu compte d'un truc, c'est qu'il y avait un lien fort, indissociable, entre odeur et Liszt. Odeur et Liszt ? Ouais, pas Franz Liszt, mais les Liszt, en fait. Dès que ça parle d'odeur, et c'est peut-être aussi lié au fait que, bon, je suis un peu toujours allé, je suis allé chercher dans des romans, mais vraiment, et bon, évidemment, chez Zola, etc., mais même jusque chez Suskind, dès que ça parle d'odeur, il y a quand même une tendance à énumérer, à faire des listes, en fait. À dire, alors il y a ça, il y a ça, il y a ça, ça. Et tu trouves ça, et c'est flagrant, en fait. Et du coup, je me suis dit, putain, mais... Et je pense que c'est pas forcément propre à l'odeur. Est-ce que ce serait pas une contamination de la manière dont la parfumerie parle des odeurs, des parfums ? Tu sais, cette idée, 3 notes de cœur, 3 notes de tête, 3 notes... Enfin, tu sais, dès qu'on parle d'un parfum, on nous dit, bon, bah, il est composé de 3 notes... Je sais plus quels sont exactement les accords, mais il y a vraiment cette idée de 9 notes divisées en 3 parties, celle que tu sens tout de suite, celle que tu sens après, et celle qui reste quand la plupart de l'odeur est évaporée. Et est-ce qu'on n'aurait pas été formaté à croire qu'une odeur est forcément composée de plusieurs autres, en fait. Que quand on va évoquer l'odeur de quelque chose, ce quelque chose a plusieurs odeurs qui vont en faire un objet unique. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Moi, je voyais ça comme un lien avec la difficulté de l'évocation, notamment, je suis désolé, je fais du surplace, mais notamment chez des
dans des théories où on place le mot au centre de l'écriture, et donc du coup, et d'ailleurs c'est un truc que tu trouves souvent quand tu as des discours sur la difficulté à dire. Par exemple, ça n'a rien à voir, mais dans la théologie négative, c'est un mouvement dans le gnosticisme chrétien, je crois, qui consiste à dire que tu ne peux pas évoquer le divin par la parole, mais du coup, apparemment, là je dis ça parce qu'on m'en a parlé, j'en parlais, enfin c'est Gérard Desson qui en parlait, mon ancien directeur de recherche, mais tu trouves des listes entières de ce que Dieu n'est pas, et vraiment entières. D'accord. Parce que tu ne peux pas approcher la divinité par l'affirmation. Par contre, tu peux faire la liste de tout ce qu'elle n'est pas et donner une image en négatif du divin. Bon, peut-être que je résume un peu trop, mais... Et du coup, en tout cas, pour moi, le lien entre odeur et liste, c'est tout simplement un lien entre les difficultés de l'évocation, qui fait que, et cette fois-ci pas en négatif, mais on multiplie les sources pour pallier au défaut théorique, qui est qu'on se donne pas les moyens, en fait, artistiquement, de sortir de la référence au réel, et du coup, on est condamné un petit peu à essayer de circonscrire, de tourner autour du pot, en fait, pour qu'au final, le lecteur se fasse une impression de ce qu'on a envie qu'il sente. Alors que J.K. Rowling, avec tous ses défauts et sa transphobie, elle sait donner envie de boire une bière, quoi. Et donc tu comparais la difficulté à accéder à la description d'une sensation à celle d'accéder à une description du divin. Oui. Et toujours pareil, moi je le pense peut-être à l'envers. Là j'ai retrouvé quelque chose que je cherchais un petit peu depuis le début du podcast, qui était... j'ai mis longtemps à le retrouver parce que c'est pas quelque chose que je peux retrouver en tapant dans Google ou quoi que ce soit. C'est un extrait de Foi de la Rouille, Une année chez les Français. Ok. Je sais pas si tu connais cet écrivain. Non. C'est un écrivain de langue française d'origine marocaine et qui a fait une autofiction de son arrivée au collège français de Casablanca quand il était enfant. Ok. Et il y a tout un passage, donc est-ce que je peux me permettre de le lire ? Ah bah vas-y, hein. Voilà, donc il arrive dans ce lycée français, il est reçu, en fait il s'est trompé dans la date, donc il arrive trop tôt, et on lui sert un steak frites, chose qu'il n'a jamais mangé, et le surveillant central lui dit « Écoute fils, le steak ça se mange avec de la moutarde ». Il prit le pot, y introduisit son couteau, lui fit faire une sorte de mouvement circulaire, puis, après l'avoir brandi d'un air gourmand, il étala une couche de la pâte jaune sur le morceau de viande à peine entané par Mehdi. Donc, je passe un petit peu. Et on a le moment où l'enfant va vraiment croquer ce morceau. Et donc, il le porta à ses lèvres avec sa couche de moutarde, en faisant bien attention à ne rien laisser tomber. Dès qu'il eut refermé la bouche, ce fut comme si quelqu'un avait craqué une allumette sur sa langue, comme si des petits démons se battaient dessus à coups de lance-flammes. Son nez s'emplit d'un nuage âcre, et il sentit d'un seul coup des gouttes de sueur sur son front. Certes, il avait ressenti un tel incendie dans son palais en mangeant les brochettes avec Mokhtar à Ceuta, le samedi précédent, mais ce qui était nouveau, c'était cette colonne de feu qui lui remontait par le nez. Ça, c'était français. Et le c'était français est en italique. Et ça m'avait fait beaucoup rire, parce que... pour avoir eu un papa qui mangeait les piments, vraiment, il prenait un piment et le mettait dans sa bouche et il mâchait bien, moi, tout ce qui est piment m'a toujours semblé beaucoup plus fort que la moutarde. Ouais. Et cette scène de description où il dit que au goût, enfin vraiment à la sensation sur les papilles, sur la langue, dans la moutarde, il y a tout ce problème de ça monte au nez. Ouais. Je l'avais jamais identifié comme une violence. Peut-être parce que c'est plus habituel, effectivement. Ça, c'était français. C'est français. C'est très japonais aussi. Ah oui, c'est le wasabi, des choses comme ça, oui. Et c'est vrai que je l'avais jamais identifié comme une violence telle
Enfin, il me semblait vraiment le feu des piments, je l'avais dans la bouche. Et là, de le voir décrit comme ça, moi, ça m'avait amusé, parce qu'il y avait vraiment cette mise à distance d'un goût que pourtant je connais bien. Ouais. Et qui me le faisait réévaluer également. Ouais. Et là, c'est intéressant parce que tout passe par le toucher, en fait. Comment ça? Bah, le goût de la moutarde est évoqué non pas par le goût, ce à quoi ça ressemble, etc., mais par le toucher, par ce que ça fait à la langue, ce que ça fait en remontant dans le nez, mais c'est pas une odeur dont il parle, c'est une sensation physique. Oui, voilà. Oui. C'est du toucher, quoi. C'est vrai. Et ça arrive quand même à évoquer un goût. Oui. Et de toute façon, c'est toute une série... On retrouve un peu cette idée d'énumération que tu avais, et on est sur une métaphore... de toute façon, l'allumette sur la langue, les petits démons, le lance-flamme, le nuage acre, et l'incendie. Ouais. Colonne de feu. Donc en vrai, tout est tenu autour de, comme tu dis, la sensation du toucher, et même la sensation de chaleur, plus que... c'est vrai qu'il nous dit pas si c'est salé, sucré... Ouais. Chose que j'avais pas forcément remarqué. Tiens, puisque tu parles de sucré, salé, etc., je pense que c'est pour ça aussi que je me rappelle maintenant. C'est pour ça que les gens disent que l'odeur, on n'a pas les mots. Par rapport au goût, on a des catégories qui sont complètement historiques et culturelles. Je pense pas que... Enfin, moi, je pense pas qu'il y a un absolu... parce que apparemment, les histoires que moi, on m'apprenait au collège en SVT, apparemment, c'est faux sur les localisations de la langue. Mais du coup, ouais, salé, sucré, amer... acide, c'est quand même des mots pour parler du goût de manière un peu plus décomposée que simplement par les moyens que sont ceux de l'odeur, dont on pourrait peut-être parler. Par comparaison. Oui. Justement par comparaison avec d'autres odeurs, en espérant qu'il y en ait une dans le tas qui se rencontre où le lectorat est des points d'accroche, ou alors par des métaphores avec autre chose, quoi. Et des comparaisons, par exemple, avec le toucher, ça marche, en fait, comme on vient de voir. Pour l'odeur ? Pour l'odeur, ouais. Parce que moi, sans qu'il y ait c'est vrai que... ce mythe de la répartition, comme tu disais, quand on nous apprenait le schéma des goûts sur la langue, j'ai quand même l'impression qu'on a des catégories d'odeurs, on a des mots qui servent à désigner quand même des catégories d'horreur. des catégories d'odeurs qui sont assez valides, et qui viennent soit de la parfumerie, et soit peut-être également du goût. Par exemple, quand tu goûtes un whisky, a priori, ça m'arrive pas souvent. A priori, on va te faire une catégorisation des odeurs boisées, qu'on va retrouver en parfumerie, fumée, fleurie. Alors là, je n'irai pas jusqu'à me risquer là-dessus, mais que ce soit en parfumerie ou dans les dégustations, j'ai l'impression qu'on a quand même des mots c'est vrai. très évocateurs pour une catégorie d'odeurs. Et d'ailleurs, fleurie, c'est un peu vague, mais à l'intérieur, tu vas pouvoir remettre pas mal de choses. Et puis tu vois tout de suite, je sais pas, moi c'est vrai que là, tu me dis tout ça. Alors boisé, je vois peut-être un peu ce que ça peut faire, mais fleuri, tu me dis fleuri, je vois tout de suite, comme tu dis, après il faut voir ce que c'est exactement comme odeur, mais je vois la catégorie, ça m'évoque des choses, ouais. Bah oui, parce que et même le fleuri, t'as envie d'évoquer j'imagine, moi, dans mon esprit, si on me dit un parfum fleuri, je vais penser quelque chose d'extrêmement léger, et déjà c'est bizarre de parler de légèreté en termes d'odeur, mais à côté, une fleur, je sais pas, si t'as un parfum avec du jasmin, c'est tout sauf léger. Donc c'est peut-être là que sont les limites de ce vocabulaire, mais il existe par ailleurs, même s'il n'est pas théorisé, comme tu disais, vraiment, moi c'est vrai que ce schéma où on coloriait la langue suivant les parties, je l'identifie pas pour l'odorat.
Ouais. Oui, Mais c'est il me sûr. semble qu'il y a quand même des catégories. Si ça t'embête pas, j'aimerais qu'on parle un peu justement des. Tu disais tout à l'heure, le problème c'est de pas avoir le goût. Pareil, il y Oui. a ces mots qui sont par contre très utilisés en littérature, et peut-être que c'est une question d'histoire et de culture, et qui fait que maintenant on n'a plus ces odeurs-là dans le nez, mais il y a des trucs genre benjoin, vétiver, enfin des termes qui sont techniques et qui... même le musc, hein, je crois voir un parfum musqué, ce que ça fait. En fait, ça sent les parties intimes. Euh, Mais je sais pas, oui. parce que c'est celle Moi, du... moi, le musc, je l'ai pas. Moi, j'ai dans le nez le musc blanc bah, que j'ai pu sentir plutôt au Maroc, enfin Ok, ou en Tunisie, tu vois, où c'était vendu comme parfum brut, vraiment. ouais, Par contre, c'est vrai que le benjoin, si tu m'en parles, j'ai aucune évocation qui vient se créer. Et ouais, par contre, c'est vrai que je vais le reconnaître comme quelque... Enfin, si tu me dis benjoin, je sais que c'est une odeur, et je sais que c'est une odeur parce que c'est un élément littéraire que j'ai déjà rencontré. ouais. Par contre, Et oui. Mais du coup, le musc, alors, ça sent comment? bah, normalement, c'est soit du musc gris, c'est effectivement des sécrétions de baleine, Mhm. soit c'est des sécrétions de cerf, et je suppose que oui, essentiellement, ça doit être des odeurs animales, hein, Mm. mais il me semble qu'une fois dès que c'est un peu transformé, ça sent quand même bon, entre guillemets, tu Oui, oui, vois. non mais... Je disais pas que ça sentait mauvais, hein, attention. Oui, mais bon, est-ce que j'ai vraiment envie d'avoir un parfum senteur partie intime? Ouf. Bah, non mais il y a certains parfums où tu vois ce que ça évoque, mais tu sens que c'est un fond, tu vois, et qu'il y a d'autres choses Mm. par-dessus, des fleurs et tout ça. Mais tu vois, j'ai beaucoup de mal à me représenter ce que ça peut sentir le musc. Je vois pas à quoi ça peut D'accord. ressembler. Comme je sais comment c'est fait, je me dis ça doit sentir, si je peux me permettre, un peu comme un cul qui sent bon. D'accord. Mais donc on est d'accord, ça sent pas le caca. Mais j'en sais rien en fait, parce que je suis jamais allé me dire alors là, ça, ce parfum, c'est du musc, je le sens, et je l'enregistre, tu vois. Bah, tu vois quel devoir t'as à faire. Bah ouais, il va falloir que je fasse ça maintenant. Il va falloir que j'aille dans des parfumeries. Mais Excusez-moi, est-ce que vous auriez du musc pur que je vois si ça sent vraiment le cul qui sent bon? je suis encore sur le cul j'avais même pas pensé à Boisé, Fleury, qui sont des évocations d'autres choses que des odeurs, mais qui fonctionnent très bien comme des odeurs euh, langagières. Parce que moi j'avais fait, du coup, je me suis mis à faire des listes Pour être dans le thème? pour être dans le thème, pour être raccord, et du coup j'avais fait des listes, bon, je suis pas allé chercher dans des dictionnaires, mais c'est spontanément, dans ma mémoire, entre mots pour bonne odeur et mots pour mauvaise odeur. Ah bah oui, bah, j'allais presque y venir parce que moi j'avais une évocation de Céline les sensations qu'on n'a pas parce qu'elles sont vieillies. Moi j'ai Mhm. découvert le féniqué euh, dans un... il parle du métro parisien dans Voyage au bout Ouais. de la nuit et il dit que le métro a une odeur féniquée. Et quand tu lis dans le livre et que t'as pas le réflexe d'aller tout de suite, pour moi c'était vraiment une odeur mauvaise. Enfin, vrai, voilà. Ouais. Enfin, voilà, t'es chez Céline, il te décrit Il des l'écrit troupeaux. comment? Euh, L'orthographie comment? Phenique, je suppose. D'accord, ok. Je l'ai pas sous les yeux, hein. Mais, Ah mais putain, voilà. c'est pas du tout ce que j'imaginais, ouais. Il a, quand je l'ai lu, comme il est en train Mhm. de décrire un troupeau humain dans le métro qui se marche Ouais. sur les pieds, enfin voilà, cette espèce d'humanité rampante, clairement assimilée à des insectes grouillants, enfin, Déjà quand en il, 1930. voilà. Mais quand il évoque ce genre de choses, quand il dit il y a une odeur de féniqué, moi je me dis c'est une odeur mauvaise ou animale ou quelque chose comme ça. Et en fait Hmm. non, c'est ce que nous on appellerait une odeur de javel, je pense, parce que c'est un détergent, le Ah, ok. féniqué. Donc il D'accord, ok. raconte qu'on a nettoyé le métro avec on a nettoyé le métro avec un détergent et en fait c'est une odeur Ouais. de détergent. Et donc parce que
le contexte, comme j'avais pas accès au sens de ce mot tout de suite, je l'ai déduit d'après le contexte. Et en fait, j'avais totalement tort. Ça arrive. Voilà. Ouais, pour peut-être finir cette seconde partie en faisant une boucle sur ce par quoi on avait commencé, je voulais juste te dire que cet été, j'ai acheté des bouquins au Shakespeare & Co, qui est une librairie anglaise à Paris. Je vois où c'est. Et en fait, quand tu les commandes à l'avance, tu peux cocher une case où ça te dit tu peux mettre du parfum en fait dans ton livre. Ils en aspergent en fait un marque-page qu'ils mettent ensuite dedans. Et bon, ça dure pas longtemps, ça dure quelques jours, mais moi du coup j'ai Neil Stephenson Quicksilver qui est imprégné de cette odeur de Astier de Villatte, là ça s'appelle apparemment. Et maintenant, je l'ai complètement oublié, cette odeur. Mais pendant l'été, c'était vraiment... ça augmentait mon expérience de lecture d'avoir ce parfum. Quand j'ouvre le livre, je peux le renifler, ça sent pas le papier, ça sent le parfum. Et, mais ça, c'est intéressant, sur le rapport... Parce que c'est l'inverse de ce qu'on disait quand on parlait des premières fois littéraires, on était parti de quelque chose de très matériel. Et là, on revient au matériel après avoir parlé vraiment de la dimension textuelle. Là, c'est quelqu'un qui fait cette démarche d'ajouter à ton expérience de lecture une sensation. Et je sais qu'il y a un moment, il y avait une marque de bougies. Alors, je sais pas si elle existe encore, hein, mais ça s'appelait Jardin d'écrivain. Et il créait des bougies en rapport avec des univers littéraires. Donc, t'avais Agatha Christie... j'invente, hein, je sais pas du tout, j'invente, mais il me semble qu'il y avait par exemple Agatha Christie qui devait sentir le gazon coupé et la crème anglaise, mais par contre t'avais, je me rappelle qu'il y avait un auteur, mais je sais plus lequel, où c'était vraiment cigare, whisky et notes de fumée, enfin. Et j'allais dire, il faut jamais allumer la bougie Antonin Artaud. Comment ? Il faut jamais allumer la bougie Antonin Artaud. Non, je vois à quoi tu fais référence. J'ai hésité à le mettre. Mais oui, enfin en tout cas, il y avait ce choix de créer des bougies qui correspondraient exactement à des univers littéraires. Et j'avais essayé d'en trouver dans la ville où j'habite. Et il n'y avait aucune parfumerie qui distribuait ces bougies. Et ça reste une frustration pour moi de ne pas savoir ce que sent, je sais pas, Conan Doyle ou... C'était que des auteurs. Ou Marc Lévy. Il sent le scorpion. Le scorpion. Ah, c'est le truc... Le scorpion, tu sais, le truc le parfum que tu trouves dans tous les supermarchés qui sent le... D'accord, donc pour les cadeaux de Noël, t'offres un Cotrec Scorpio et le dernier Marc Lévy. Et un Marc Lévy. Voilà, donc je t'avoue que, je l'ai déjà dit avant, moi j'ai que 2 citations. D'accord. Mais qui sont un peu longues, pour compenser. Fort bien. Voilà. Donc, peut-être que tu peux commencer. Du coup, comme ça fait en quinconce, ça fait... une alternance. On commence et on finit par... Voilà. D'accord. Alors, je te propose une première énumération, puisque tu en parlais. Donc, je t'enlève juste le nom d'un personnage, parce qu'il me semble qu'il t'indiquerait immédiatement quel est le livre. Donc, c'est parti. Regarde, grand-papa, il y a une porte dans le mur. Cette porte, qui était verte, se trouvait légèrement au-dessus du niveau de la rivière. C'est tout juste s'il pouvait déchiffrer, en passant, ce qui était écrit sur cette porte. Halle de dépôt numéro 54, toutes les crèmes. Crème fraîche, crème fouettée, crème de violette, crème de café, crème d'ananas, crème de vanille et crème à raser. C'est Romain Gary ? C'est pas du Romain Gary du tout. Je sais pas. Tu vois pas du tout ? Non, du tout. Alors je te relis juste la première phrase en ajoutant le nom du personnage. Regarde grand-papa, s'écria Charlie, il y a une porte dans le mur. Ah, mais oui, en plus, toi t'es à fond dans Dahl depuis des mois.
Même pas, hein, j'avais eu que les renards, mais quand même, oui. Très bien, donc c'est la chocolaterie, oui. Voilà, Charlie et la chocolaterie. Mais oui, mais si tu me le fais en français, moi je peux pas deviner. Ah bah je suis navrée, hein. Mais il me semblait que c'était... J'aimais bien parce qu'on ne décrit pas un goût, Oui. mais quand même, il y a un moment où on est dégoûté. Voilà, donc Ça c'était mon premier choix et peut-être mon premier souvenir d'une émotion gustative en lisant. Ah, pas mal. Et donc je t'écoute. Alors, c'est un petit peu long, donc il faut se concentrer. Je suis concentrée. Voici. Quelque odeur que ce soit, c'est merveille combien elle s'attache à moi, et combien j'ai la peau propre à s'en abreuver. Celui qui se plaint de nature, de quoi elle a laissé l'homme sans instrument à porter les senteurs au nez, a tort, car elle se porte elle-même. Mais à moi, particulièrement, les moustaches que j'ai pleines m'en servent. Si j'en approche mes gants ou mon mouchoir, l'odeur y tiendra tout un jour. Elles accusent le lieu d'où je viens. Les étroits baisers de la jeunesse, savoureux, gloutons et gluants, s'y collaient autrefois et s'y tenaient plusieurs heures après. Voilà. Ah. Alors le combo moustache-gant Ouais. et ce phrasé me fait... Alors, c'est marrant parce que j'hésite entre du 17e et du 19e. Ok. Je zappe le 18e et je vais avoir l'air bête si c'est du 18e. Est-ce que tu veux que je te donne un indice ? Oui. Tu n'y es pas. J'y suis pas du tout ? Tu n'y es pas. Aucun des deux. Ok. Alors, parce que oui, vraiment le moustache plus gant, ça me semble quelque chose de tellement désuet. Oui. Donc on est encore... Il faut que je recule. Est-ce que tu veux que je te le lise avec la prononciation de l'époque ? Quel codeur que ce souhaite. D'accord. Et tu sais que j'ai hésité. Tu sais que j'ai hésité à aller plus loin, mais je me suis dit, oh bah non, 17e, ce sera pas mal. Donc on remonte encore. Est-ce que tu serais chez Rabelais ? Eh ben, là t'es remonté trop loin, parce que nous sommes chez Montaigne. Ah, c'est marrant. Je l'aurais pas du tout vu chez Montaigne. Ouais. Parce qu'au début, je me suis dit, c'est quelque chose d'assez analytique. Donc, j'imaginais plutôt un moraliste du 17e. Ouais. Tu sais, ce côté... Ouais, mais on n'est pas dans de la narration. Voilà, on n'est pas dans de la narration. En même temps, c'est quelque chose de vieilli et de désuet. Ouais. Donc, ouais, ce serait aller du côté des moralistes 17e. Mais je comprends. Tu oublies, Isabelle, que le moi est haïssable pour les moralistes du 17e. D'accord. Je l'oublie régulièrement. C'est, comment il s'appelle ? La Rochefoucauld qui dit ça. Oui, je le vois. Ok. Non, je voulais être sûr. que je n'oublie pas La Rochefoucauld. Non. Oui, c'est ça, il faut toujours... Mais c'est Nietzsche qui en disait le plus grand bien, je crois. Oh, ça, je t'avoue que j'ai une lecture ancienne et superficielle de Nietzsche. Il faudra qu'on fasse un point Nietzsche. Un point Nietzsche, un épisode spécial Nietzsche. Ok, bah écoute, c'est à toi, je crois. Alors, citation courte. On va voir. Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive, le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil. Voilà. Waouh. Tu peux me la relire, s'il te plaît ? Pourvu qu'il me laisse le temps. Une abeille de cuivre chaud l'a foudroyé sur l'autre rive. Le sang et l'eau se sont mêlés. Il avait eu le temps de voir, le temps de boire à ce ruisseau, le temps de porter à sa bouche 2 feuilles gorgées de soleil. Ah, ça m'évoque... Je me perds un peu d'ailleurs dans l'écoute, mais ça m'évoque personne que je connaîtrais. Ok. C'est possible. Alors, tu connais la personne. Ouais. C'est sûr. Je suis pas sûre que... Oh, je sais pas si t'apprécies.
On est au 20e. Hein. Ok, ça, ouais. Enfin, en fait, il y avait des moments où je me disais, bon, ça fait un peu Rimbaud, mais sans faire Rimbaud. Donc oui, on est dans le poste, dans le Oui, 20e, moi, ok. je l'aurais associé à Rimbaud, alors que c'est pas du tout ça. Et ben, Alors, alors c'est Boris Vian, ok, et c'est un de ses poèmes ok, qui s'appelle Le temps de vivre. d'accord. Et, et je l'ai mis parce qu'il m'avait laissé Enfin, c'est quelque chose que j'ai lu quand j'étais en seconde, donc c'est un peu vieux. Ouais. Et j'avais vraiment le souvenir d'un poème qui parle énormément de sensations, Hmm. notamment de... J'avais ce souvenir du moment où il boit de l'eau. Ouais. Et en fait, il y a juste cette histoire de feuilles portées à la bouche. Ouais, c'est vrai que c'est très discret en matière de goût, mais en Mais même ça temps, m'avait marqué. Pour moi, on c'était voit vraiment bien. un Ouais, rapport à la sensation. ouais. Donc j'avais tenté ça. T'as quelque chose avec les rivières et la sensation, parce que Peut-être. la première évocation qui nous a fait choisir ce thème, je sais pas si tu t'en souviens, Non. mais tu me parlais du problème euh, on va dire, pas de compréhension, mais de partage d'expérience quand quelqu'un qui a jamais quitté sa ville, sa banlieue, lit pour la première fois la sensation de l'air qui passe sur les bras après s'être baigné dans la rivière. Ah oui, oui, oui. C'est vrai. Bah, je dois avoir un Voilà. truc avec les rivières, alors que j'ai pas de passion particulière pour les rivières, hors littérature. Mais c'est légitime d'avoir des passions littéraires. Il pouvait s'agir d'une vieille odeur déjà bien connue, ou de l'une de ses variantes. Mais ce pouvait être aussi une odeur toute nouvelle, qui n'avait guère ou pas du tout de ressemblance avec ce qu'il avait jusque-là senti, et encore moins avec ce qu'il avait vu. Par exemple, l'odeur d'une soie qu'on repasse au fer, l'odeur d'une tisane de serpolet, l'odeur d'un coupon d'étoffe broché d'argent, l'odeur d'un bouchon qui avait fermé une bouteille de vin rare, l'odeur d'un peigne d'écaille. Alors là, est-ce que ce serait un piège? Et, et est-ce que ce serait encore Suskin? Ah, bien joué, bien joué, bien C'est joué. C'est c'est ça, ça? c'est C'est ça. ça? Ouais, j'ai raccourci parce que la citation était encore plus longue, parce qu'au début, il y avait une évocation du rapport du personnage à l'odeur, et il la tient, il la lâche pas, etc. Et je me suis dit, ce rapport actif à l'odeur vendrait la mèche trop facilement. Ok. Donc tu m'as piégé. Voilà. Parce que Je t'ai c'est... piégé, mais tu l'as trouvé quand même. Ouais, mais j'avais une idée de cela, et puis je me suis dit non, il va pas nous le remettre. Pas Donc, encore. Il a lu que ça. encore. Euh, À donc toi. j'arrive à mon troisième extrait. Mhm. Alors on va voir si ça marche. Donc, c'est de l'or, disait l'oncle. Ceux qui disent que nous sommes pauvres n'ont jamais mangé un bout de pain baigné de l'huile de chez nous. C'est comme de croquer dans les collines d'ici. Ça sent la pierre et le soleil. Elle scintille, elle est belle, épaisse, onctueuse. L'huile d'olive, c'est le sang de notre terre. Et ceux qui nous traitent de cutéreux n'ont qu'à regarder le sang qui coule en nous. Il est doux et généreux, parce que c'est ce que nous sommes, des cutéreux au sang pur. Non, j'arriverai pas à mettre un nom derrière ce texte. Je Des vends la cutéreux au mèche. sein. Vas-y, vas-y. Alors c'est de Laurent Godet, et c'est Le Ah, Soleil d'Escorta. ok. Alors il paraît que c'est un auteur très connu ces derniers temps, Oui. Dans le monde scolaire, surtout. paraît-il. Et libraire. Euh, et ben c'est un prof d'anglais qui m'a offert ce livre, Hmm. Le Soleil d'Escorta. Et je connais pas d'autres volumes de. Je sais qu'il a fait l'Eldorado, il me semble, Hmm. mais Ouais. je connais pas Moi, son œuvre par ailleurs. Mais il y a tout ce discours autour de l'huile d'olive qui revient à de nombreuses reprises dans ce livre et ouais. qui me semblait très évocateur parce que c'est toujours la description de l'huile enfin, elle cherche toujours à décrire un terroir et une population. Hmm. Donc voilà, j'avais choisi ça et si je peux aussi exprimer un regret. Vas-y.
Je l'avais pas mis dans les sélections de la fin parce que je pensais que j'en parlerais, que ça sortirait dans le corps. C'était ce que je te disais que j'avais relu. Je l'ai placé ni dans le premier ni dans le troisième parce que je pensais qu'on en parlerait dans le deuxième. C'est Sous le soleil jaguar d'Italo Calvino. Oui. Qui, si certains s'intéressent justement à cette représentation des sens dans la littérature, c'est un recueil qu'il n'a pas fini. C'est la dernière chose qu'il a écrite. Je sais pas si tu l'as lu. Non. Il avait une ambition de faire 5 nouvelles, une par sens. Ouais. Et il n'a pas eu le temps. Mais j'ai relu celle sur l'odeur, justement. Ça s'appelle Le nom, le nez. Ça va très bien avec ce que tu pouvais raconter. Et ça part d'un galant homme qui se rend dans une parfumerie, non pas pour acheter un parfum à une belle, mais pour rechercher le nom d'une femme à partir du souvenir qu'il a de son parfum. Et c'est écrit de manière très étrange, avec une ponctuation très perturbante. Et avec des O à la fin des mots et tout, on comprend pas. Non, on dirait pas du tout. Une autre langue. Non, c'est pas de l'italien. C'est de l'italien, oui. mais j'ai été chercher le texte en italien parce que je voulais voir si c'était comme ça dans le texte d'origine. Ouais. Et effectivement, il y a un jeu. Il me semble que, justement, il a essayé de rendre la sensation en montrant que c'est quelque chose d'un peu de fugitif, et donc il laisse ces phrases... Enfin, je sais pas. Je trouve qu'il y a un travail sur la langue qui est intéressant, et j'ai pas encore relu les deux autres qui sont sur un couple qui fait un voyage au Mexique et qui va goûter quelque chose de particulier. Bon, je me rappelle ce qu'il mange, hein, mais je sais pas si certains voulaient le lire. L'intérêt est aussi dans que mange-t-il. Et enfin, la troisième, c'est sur l'écoute, et ça s'appelle justement Un roi à l'écoute. Et c'est sur un roi cloîtré dans une salle de trône qui essaye de voir ce qui se passe en dehors de sa salle du trône. Et j'avais adoré, je l'avais lu assez jeune, et voilà. Donc vraiment, puisqu'on parle des sens et de la représentation du goût, de l'odorat dans la littérature, il me semble que Sous le soleil jaguar est un livre qui croise un petit peu cette problématique et qui est intéressant. Très bien. Ouais. Là, en tout cas, tu m'as donné envie d'aller jeter un œil. Hein. Et je te le conseille. C'est 3 petites nouvelles. C'est pas. Je te dis pas comme si je te disais il me semble que tu pourrais lire tout l'Astrée pour la prochaine fois. Mais Sous le soleil jaguar, a priori, ça se lit assez facilement et c'est intéressant. Ok. Voilà. Bien. Donc, ce qui nous reste à dire, c'est merci, avant tout, de nous avoir écoutés. On a fait un peu plus court que la dernière fois. Et donc, si vous voulez nous retrouver, c'est au même endroit que vous êtes allé pour écouter cet épisode-là, puisque si vous êtes arrivé jusque-là, c'est que vous savez où nous trouver. Mais si vous voulez être tenu au courant des nouveaux épisodes qui sortent, etc., il y a plusieurs moyens. Vous pouvez, si vous avez un compte Twitter, vous pouvez suivre le podcast, c'est @NLDTOP OD. En fait, c'est NLDTO pod. Si vous pouvez suivre notre chaîne YouTube si vous êtes sur YouTube, évidemment. Et puis, surtout, ce qui peut le plus nous aider, nous, à gagner un peu de l'audience et à sortir du cercle des gens qui nous connaissent personnellement, c'est de nous laisser une éval, une note sur Apple Podcast, donc iTunes, en nous cherchant et en nous mettant une petite note, celle que vous voulez. Hein, on n'a pas le droit de réclamer quelque note que ce soit, mais vous mettez ce que vous pensez, et au bout d'un moment, ça veut dire que en fait, l'algorithme va nous montrer à d'autres gens, et voilà. Donc voilà, notez-nous. Et donc, la prochaine fois, ça sera un petit peu différent, puisque si tout se passe bien, on sera dans la même pièce pour enregistrer. On espère. Voilà. Et pour l'occasion, on a décidé de parler des conditions de lecture, des lieux, du temps, des conditions matérielles dans lesquelles on se met pour lire. Y compris les conditions d'accès au texte. Voilà. D'accord. Donc voilà. Autant conditions physiques, être lecteur. Voilà. Très bien. Eh ben, on leur fait des bisous. Sur les 2 joues. Sur les 2 joues et dans les oreilles. Mais pas trop,
pas trop parce que ça peut être dangereux. Il y a un effet de succion qui fait que ça peut être douloureux. On fera attention.